à toutes et bonsoir à tous. Je vous souhaite la bienvenue ce soir à ce premier webinaire que la Fondation Farm lance. Je suis très heureux d'ouvrir cette séquence avec mes invités. D'abord quelques mots sur la Fondation Farm, la Fondation pour l'agriculture et la ruralité dans le monde. La Fondation connaît aujourd'hui une nouvelle dynamique avec de nouvelles équipes, avec un nouveau positionnement, une nouvelle feuille de route. Et parmi ces nouvelles dynamiques, on lance aussi des projets innovants, des rendez-vous comme celui de ce soir. Tout l'objectif de la Fondation pour l'agriculture et la ruralité dans le monde, c'est aussi de donner la parole aux acteurs, à la fois de la recherche, les acteurs agricoles aussi, des filières agricoles et agroalimentaires, mais aussi au pouvoir public, et d'essayer de trouver des solutions pour faire la promotion des agricultures durables à travers la planète. Donc toute cette ambition, vous pouvez aussi la retrouver sur notre nouveau site internet qui a été publié il y a quelques semaines. Vous retrouverez aussi des publications, un blog très riche où on retrouve beaucoup de publications assez récentes dans le contexte qui est celui aussi de crise alimentaire, de crise diplomatique, de crise géopolitique. Comme je vous le disais, parmi les actions qu'on va mener au sein de Farm, ça va être ce type de rendez-vous, les rendez-vous Sud-Nord des transitions agricoles. Alors bien sûr, on est tout à fait conscient du contexte aussi de crise, de pénurie. La Fondation a beaucoup communiqué, on a été sollicité par différents canaux, médias ou entreprises pour essayer de donner des clés de lecture, des clés de compréhension à ce qui se passe avec l'invasion russe en Ukraine et les conséquences sur les marchés agricoles, les conséquences sur l'insécurité alimentaire. On pourra certainement en reparler puisqu'on sera en Inde et les yeux ont été tournés vers ce grand pays il y a quelques semaines. On est donc bien conscient de ce contexte de crise, de tension, crise politique, crise productive aussi, mais aussi crise géopolitique et climatique. Alors bien sûr, il y a des mesures d'urgence à trouver. On participe aussi aux initiatives et aux discussions qui ont pour objectif de donner des réponses assez urgentes à ces problématiques. Mais il faut aussi regarder sur les temps longs. Il y a le conjoncturel, mais aussi le structurel et les transformations des agricultures à travers la planète. Ce qu'on veut aussi à Farm, c'est de ne pas perdre de vue les tendances de fond qui touchent l'agriculture aujourd'hui en France, en Europe et dans le monde. Et donc ces rendez-vous où on va croiser les différents regards d'acteurs, de chercheurs, des regards aussi géographiques. Aujourd'hui, on va pouvoir être en France, en Inde et on l'espère aussi au Mali. Bien, c'est aussi pour penser les transitions, penser les temps qui sont le plus long possible. Et donc cette série, les rendez-vous Sud-Nord des transitions agricoles, elle commence aujourd'hui et je suis très heureux d'avoir avec nous deux invités en plateau et un invité à distance si la technique permet de le rejoindre pour explorer ces transitions, partir d'un exemple à l'autre bout du monde et essayer de comprendre en quoi eh bien, ça nous aide aussi à penser les évolutions, les changements des modèles agricoles en France, en Europe et dans le monde. C'est donc le premier d'une série qui j'espère sera la plus longue possible. On vous donnera rendez-vous assez souvent pour passer une heure et demie ensemble à penser les transitions. Vous remarquerez que dans le titre, on a appelé ça les rendez-vous Sud-Nord, parce que l'idée c'est aussi de faire transiter, de faire circuler la parole et les innovations, donner la place aux acteurs, notamment des pays du Sud, des pays en développement. Ça c'est vraiment le cœur de métier de la Fondation Farm aussi, c'est de porter la voix des pays du Sud, des producteurs, des transformateurs et des industries agroalimentaires. Alors ce soir, on met le cap sur l'Inde, on part bien plus à l'est et on va aller dans cet état, l'Andhra Pradesh, pour parler d'agriculture naturelle. Alors pourquoi avoir choisi cette question, cet état? Vous avez peut-être vu des publications, des émissions de radio aussi qui ont commencé à parler de cet exemple, de cet état au sud-est de l'Inde. Si je me trompe, Bruno Dora me corrigera. Un état qui a à peu près 50 millions d'habitants, donc un grand état. Et puis depuis quelques années, le gouvernement s'est engagé à soutenir une agriculture régénérative, une agriculture naturelle. Les noms seront égrenés par Bruno Dorin juste après. Une agriculture qui est résiliente au climat. L'État s'est engagé à soutenir cette agriculture qui est aussi pensée et accompagnée pour les communautés locales. Donc ce soir, avec nos invités, on va s'interroger sur les promesses de cette agriculture naturelle, essayer de comprendre aussi quels sont les leviers, les tenants, les aboutissants,
définissant peut-être aussi les limites et les critiques qu'on peut opposer à ce modèle. Qui dit modèle dit aussi la capacité de réfléchir aux enseignements qu'on peut en tirer pour les agricultures en France et les agricultures aussi dans les Afriques, notamment au Mali et dans la zone sahélienne. Alors je ne dis pas modèle pour copier-coller, pour répliquer, hein, ce n'est pas du tout l'objectif, mais c'est plutôt partager les savoirs et essayer d'imaginer en quoi des solutions, des pistes d'action, des modèles techniques, des modèles, des innovations sociales, organisationnelles peuvent aussi être partagés. On sait aussi qu'on est dans un contexte où l'Inde a été beaucoup montrée sur la scène internationale avec l'annonce d'export de blé, puis ensuite un rétropédalage. On a un contexte de sécheresse aussi extrêmement fort. On pourra en revenir là-dessus dans la discussion. Le contexte, c'est aussi celui du politique et de la politique en Inde, avec un gouvernement qui a peut-être fédéral, avec un gouvernement central qui a peut-être apporté un peu de soutien aussi à ce mouvement, on en parlera. En tout cas, on est aussi dans un moment de mobilisation paysanne très forte en Inde cette dernières années. Donc on va essayer de voir aussi l'attention qu'on peut porter à ce modèle et en quoi il peut être réplicable, répliqué, ou en tout cas on peut s'en inspirer. Avec moi ce soir pour traiter ces trois questions. Je remercie aussi toutes celles et ceux qui sont en ligne et ceux de l'équipe de Farm qui ont permis de réaliser ce webinaire ce soir. Je rappelle aussi que vous pourrez retrouver le replay dès demain sur la chaîne YouTube de Farm. Donc n'hésitez pas à vous y abonner ou vous abonner aussi à la newsletter et aux informations de la Fondation pour recevoir les dernières actualités. Donc 3 invités ce soir, je vais vous présenter et ensuite on va pouvoir avancer un peu plus sur cette agriculture naturelle. D'abord Bruno Dorin qui est à ma droite, qui est économiste et ingénieur en agriculture. Bruno, vous êt chercheur au CIRAD, hein, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Vous êtes aussi chercheur au CIRED et au CSH de New Delhi. Vos travaux, Bruno, portent sur la place de l'agriculture dans les trajectoires économiques, dans la croissance moderne des économies. Alors je fais peut-être un raccourci assez, ou alors j'élargis beaucoup ces questions, mais vous pourrez nous en dire un peu plus dans la discussion. Alors c'est vous qui allez porter ce soir la voix de l'Inde, parce que vous avez passé près de 15 ans, même plus de 15 ans sur le terrain en Inde, notamment si je ne me trompe pas en Andhra Pradesh, quand vous étiez doctorant il y a quelques années de cela, et vous êtes aussi l'auteur de nombreux articles et ouvrages que vous pourrez tous retrouver en allant sur votre moteur de recherche préféré. À ma gauche, Thierry Devaux, que je remercie aussi d'être avec nous ce soir. Thierry, vous êtes agriculteur dans Lyon en Bourgogne. Vous êtes installé depuis 30 ans. Vous nous parlerez de votre exploitation. Vous avez aussi travaillé dans une coopérative. Agriculteur, mais aussi globe-trotter, puisque vous avez, il y a quelques années, sillonné le monde et ses agricultures. Donc vous avez aussi ce regard grand angle sur les agricultures du monde. Sur votre exploitation, mais vous nous en parlerez un petit peu plus tout à l'heure, vous avez aussi remis en question, interrogé le modèle agricole et fait évoluer vos pratiques vers une agriculture agroécologique, résiliente, hein, avec des techniques notamment sur lesquelles nous reviendrons. Je voudrais aussi noter votre engagement pour l'international. Hein. Vous êtes membre du réseau AFDI, Agriculteurs français pour le développement international. Je remercie d'ailleurs l'AFDI de nous avoir indiqué votre contact et on est très heureux de pouvoir parler ce soir. Donc bien sûr, vous parlerez de votre ferme, votre exploitation. Et puis aussi, vous nous emmènerez sur les terrains que sont ceux de l'AFDI, notamment à Madagascar, mais aussi d'autres endroits sur la planète. Je présenterai tout à l'heure notre invité à distance, en espérant qu'il puisse nous rejoindre et si la technique le permet. Je vous propose donc de donner la parole à Bruno Dorin qui pendant une vingtaine de minutes va nous faire une présentation sur ce qu'est l'agriculture naturelle en Inde. Ensuite on pourra interagir avec nos invités en plateau et le docteur Khalifa Traoré qui est à distance depuis le Mali. Je vous invite aussi dès à présent à noter vos questions et vos remarques aussi sur le chat. J'ai déjà vu qu'il y avait quelques questions qui arrivaient, donc c'est bon signe. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques. On aura une séance d'échange et de questions-réponses dans la suite de la discussion ce soir. Bruno, je te laisse prendre la parole. Vous allez voir bientôt s'afficher sur vos écrans le PowerPoint de Bruno et ensuite on vous écoutera pendant une vingtaine de minutes.
Merci Mathieu. Donc avant de commencer, je tiens à remercier donc la Fondation Farm pour l'intérêt qu'elle porte à mes travaux depuis des années en fait. Auparavant via son ancien directeur Jean-Christophe Desbarres, que je salue ici, et aujourd'hui donc via sa directrice Catherine Migaud et son nouvel directeur scientifique Mathieu Bien. Je remercie également vivement Thierry Devaux et Khalifa Traoré d'avoir bien voulu accepter de partager leur avis et leurs commentaires sur cette expérience indienne d'agroécologisation. Alors, pour commencer, en attendant ces commentaires, je vais donc essayer de vous raconter une histoire, celle très récente d'un mouvement d'agriculture dite naturelle en Andhra Pradesh, donc un État du sud de l'Inde comptant, comme l'a dit Mathieu, environ 53 millions d'habitants et 10 millions d'agriculteurs quand même, en 2020. La petite histoire dans l'histoire, effectivement, c'est que j'ai effectué dans cet État il y a 30 ans maintenant mes toutes premières enquêtes de terrain en Inde, ceci dans le cadre de mon doctorat en sciences économiques sur ce qu'on appelait à l'époque la révolution jaune des huiles et oléagineux. Alors, l'agriculture naturelle est née officiellement en 2016, lorsque le gouvernement d'État et son ministre en chef, à l'époque Chandrababu Naidu, proclament que l'Andhra allait investir dans une agriculture sans engrais chimiques ni pesticides. Agriculture appelée à l'époque Zero Budget Natural Farming, ou ZBNF, ou encore agriculture en français, agriculture naturelle à zéro budget. L'ambition est de convertir à ce ZBNF 6 millions d'agriculteurs sur 8 millions d'hectares d'ici 2027. Un objectif que ce ministre en chef a vanté jusqu'au Forum économique mondial de Davos en janvier 2018, avec le soutien du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Mon exposé, je ne vois plus le PowerPoint, mon exposé sera structuré en 3 parties, comme dans mon article Théorie, pratique et enjeux de l'agroécologie en Inde, paru cette année en version papier, et après une version préalable publiée en français l'année dernière dans le livre La transition agroécologique de l'Académie d'agriculture de France et des presses des mines. Donc je vous renvoie à l'un ou l'autre de ces 2 textes pour tous les détails que je n'aurai pas aujourd'hui la possibilité de présenter. Donc ma présentation va d'abord vous exposer rapidement le cadre analytique macroéconomique que je développe depuis maintenant plus de 10 ans pour analyser et comprendre la place des agricultures et alimentations industrielles dans le monde, les profondes crises auxquelles elles conduisent dans des pays comme l'Inde et pourquoi finalement émergent là-bas des tentatives de bifurcation profonde du modèle industriel incarné en Inde par la révolution verte des années 60. Et je vais ensuite essayer de vous donner en quelques minutes des informations sur ce qu'est techniquement et institutionnellement cette forme d'agroécologie appelée donc agriculture naturelle, avant de conclure, comme dans mon article, sur la manière dont cette agriculture naturelle a été discréditée en 2019 par l'Académie indienne des sciences agricoles. Comme vous le verrez, nous ne sommes vraiment pas loin des vives controverses qui nous occupent en France, en Europe et ailleurs dans le monde sur l'avenir de nos agricultures et alimentations. Je vais commencer par vous rappeler extrêmement brièvement ce qui est appelé en sciences économiques la croissance économique moderne ou la transformation structurelle, qui a fortement influencé les politiques économiques partout dans le monde depuis plus d'un demi-siècle maintenant. Alors c'est pour résumer à l'extrême, dans ce modèle de développement économique moderne, valeurs et emplois migrent de l'agriculture vers l'industrie puis les services, jusqu'à arriver dans ce que Peter Timmer appelle un monde sans agriculture, où cette dernière représente de fait moins de 3% du PIB, moins de 3% des emplois, comme aujourd'hui en France et dans les autres pays de l'OCDE. Et dans ce monde sans agriculture, entre guillemets, alimenté par des quantités toujours croissantes d'énergie fossile bon marché, nous avons aujourd'hui de grandes fermes spécialisées, chimisées et robotisées, fournissant des calories pas chères, alimentaires, et dont la production de masse par quelques-uns a permis au revenu moyen agricole de rattraper le revenu moyen des non-agricoles. En d'autres termes, dans nos pays développés, nous avons quasi vidé les campagnes de paysans, mais avons aussi rendu ceux qui restent beaucoup plus gros et riches. J'ai appelé Lewis Pass, je ne sais pas si le PowerPoint marche, Lewis Pass
ou sentier de Lewis, ce chemin canonique de transformation structurelle, et j'ai essayé de voir quel pays ou région du monde l'avait suivi depuis les années 70, qui est au centre du graphique ici. Ceci à travers un graphique où j'ai mis sur l'axe des abscisses une approximation de la taille des fermes et sur l'axe des ordonnées un proxy de l'écart de revenus moyens entre agriculteurs et non-agriculteurs. Comme vous pouvez le constater, je n'ai trouvé que les pays de l'OCDE et ceux en transition. En 2019, ces régions du monde représentaient moins de 20% de la population mondiale. Alors la grande question maintenant est, diable, quel autre chemin le restant de l'humanité a suivi, alors qu'on s'accorde tous à constater que partout dans le monde, la part de l'agriculture dans le PIB, comme dans l'emploi, ne cesse de diminuer en pourcentage. Dans les faits, bien malheureusement, depuis 70, donc je répète au centre du graphique, plus de la moitié de la population mondiale aujourd'hui localisée en Asie a suivi ce que j'ai appelé un Lewis Trap ou piège de Lewis, sentier où la taille des exploitations a diminué au lieu de s'agrandir et où l'écart de revenus s'est creusé au lieu de s'atténuer. Enfin, et peut-être surtout, ce chemin inquiétant de l'Asie n'est pas parce qu'elle a tardé à adopter des technologies modernes pour augmenter les rendements agricoles, comme on peut le voir, le lire dans la littérature académique. Au contraire, l'Asie est très probablement la région du monde où ces technologies industrielles modernes ont été les plus adoptées, voire surutilisées, conduisant aux rendements moyens les plus élevés en calories par hectare, comme le montre l'axe des ordonnées dans ce deuxième graphique, un graphique où j'ai encore une fois j'ai mis sur l'axe des abscisses, donc un proxy de la taille des fermes. Ainsi et globalement en Asie, on retrouve les rendements les plus élevés, mais aussi les plus petites fermes, avec maintenant des centaines d'agriculteurs qui se suicident chaque jour, des coûts de malnutrition et de santé qui ont considérablement augmenté ces dernières décennies, de même que l'épuisement des ressources naturelles sur tous les fronts, les sols, l'eau, l'air et la biodiversité. Donc, comme je l'écris de plus en plus régulièrement, c'est un véritable suicide écologique, nutritionnel, socio-économique, mais aussi budgétaire, puisque cette agriculture industrielle est fortement subventionnée en Union indienne, comme en Union européenne ou aux Amériques. Sur cette diapositive que je ne vais pas développer faute de temps, j'ai résumé la macro-histoire que je viens d'essayer de vous raconter pour en arriver à la question suivante. Face à ces impasses structurelles de l'agriculture industrielle, faut-il continuer à croire en ces promesses technologiques qui ne peuvent profiter qu'à ceux qui ont un accès privilégié à la terre, au capital et à l'énergie fossile? Ou ne devrions-nous pas plutôt tester et développer un autre régime socio-technique, beaucoup plus juste, sain et durable, comme apparemment l'agriculture naturelle en Andhra Pradesh? Et c'est ma transition pour ma troisième partie, les promesses de l'agriculture naturelle. Alors, qu'est-ce que cette agriculture naturelle à zéro budget d'Andhra Pradesh, qui a été rebaptisée APCNF en 2020? Je vous dirai plus tard qu'est-ce que ça veut dire. Comme je l'ai écrit dans mon article, cette agriculture naturelle représente pour moi une illustration unique à la fois du choix politique de l'agroécologie et de la voie socio-technique que l'agroécologie peut suivre pour être mise à l'échelle. Commençons par affirmer que cette agriculture naturelle fait intégralement partie de la science, du mouvement et de la pratique de l'agroécologie, pour paraphraser donc cet article désormais internationalement reconnu des Français Vézel et confrères, publié en 2009. Alors, c'est un mouvement avant tout pour répondre à 5 défis, 5 impasses du régime socio-technique industriel dominant que j'ai essayé de vous présenter brièvement dans la section précédente. Comme publié en 2019 dans une brochure de cette agriculture naturelle en Andhra Pradesh, ces défis sont 1. La profonde détresse des petits agriculteurs dans cette agriculture industrielle, 2. La crise de l'alimentation et de la santé, 3. L'érosion des sols, de l'eau et de la biodiversité, 4. Le changement climatique et 5. L'injustice climatique où les pauvres et les moins responsables sont les plus touchés. Et il rajoute dans cette brochure en particulier les enfants, les femmes et les paysans sans terre. Alors, cette agriculture naturelle est également une science en devenir, avec 2 grandes influences pour les grands principes, à commencer, comme vous l'avez mentionné Mathieu, l'agriculture régénérative, qui, comme l'écrit aussi l'EPCNF, est une pratique de gestion holistique des terres,
qui tire parti du pouvoir de la photosynthèse des plantes pour fermer le cycle du carbone, régénérer la santé des sols, la résilience des cultures, la densité des nutriments et augmenter les rendements en utilisant les ressources biologiques in situ et une diversité de cultures, qu'elles soient mixtes, internes, à 5 strates, de bordure, de contrôle des pestes, etc. Alors cette caractérisation de l'agriculture régénérative est elle-même bien en phase avec celle de l'agroécologie, du moins dans sa définition simple que je propose depuis presque 10 ans, à savoir une productivité de la terre et du travail agricole ne reposant plus sur quelques monoproductions à grande échelle, et l'utilisation intensive d'eau, de combustibles fossiles, de molécules chimiques et de matériel génétiquement sélectionné en laboratoire, mais sur une mosaïque d'agro-écosystèmes localisés, stimulant chacun à leur manière des synergies biologiques entre multiples espèces végétales et animales en dessous et au-dessus de la surface terrestre, donc des champignons du sol aux céréales, légumineuses et arbres, des bactéries ou lombriques aux gros bovidés. Alors les potentialités productives d'une telle agriculture sont bien supérieures à celles de l'agriculture intensive, comme j'ai pu l'observer sur le terrain en Andhra Pradesh. En ce qui concerne la pratique, il faudrait donc un livre entier, mais dans mon article, j'ai identifié au moins 6 conditions expliquant l'émergence de la montée en puissance de l'EPCNF, de cette agriculture naturelle, à côté bien sûr de la liberté de pensée et d'initiative permise dans une démocratie. Alors la première condition, c'est l'existence d'une crise, cette crise à multiples dimensions que j'ai brièvement exposée dans la première partie de ma présentation, et qui a conduit à remettre en cause toutes les promesses et le bien fondé du régime socio-technique dominant depuis les années 60 et la Révolution verte. La seconde est l'existence préalable d'une niche socio-technique, voire techno-spirituelle, du développement alternatif. Donc c'est celle qui était occupée en Inde depuis 2-3 décennies par Subhesh Palekar, un gourou indien de l'agriculture naturelle, qui insiste en particulier sur la vie et la santé des sols via 4 principes du ZBNF appelés ROU. Le premier, c'est le Bijamrutam, ou ferment d'immunité, qui est un enrobage des semences pour protéger et stimuler la croissance de ces dernières. Le second, c'est le Jivamrutam, qui est un inoculant stimulant la vie microbienne et vers de terre. Le troisième, c'est l'Achadana, qui est une couverture permanente du sol par des cultures variées et des mulches de résidus de culture. Enfin, le Vapasa, ou microclimat, c'est-à-dire un humus aéré captant et conservant les vapeurs d'eau. Alors, Jivamrutam et Bijamrutam utilisent des préparations à base de bouse et d'urine de vache indigène, incorporant, selon les formules, de l'eau, du jaggery, c'est en Inde, c'est du sucre non raffiné, de la terre non contaminée par les pesticides ou autres, de la farine de légumineuse ou encore de la chaux. D'autres concoctions, dont je vous passe les noms, sont également préparées à l'échelle du village pour lutter contre les ravageurs avec des ingrédients tels que le margousier ou neem en Inde, le gingembre, l'ail ou piment selon les disponibilités sur place. Enfin, outre la fabrication des intrants au village, 2 autres principes techniques guident cette agriculture naturelle: un labour minimum pour éviter d'endommager la structure des sols et l'usage de semences indigènes. La troisième condition, c'est un État et un haut fonctionnaire expérimenté et charismatique en mesure de concevoir et développer une politique publique reliant les aspirations au changement de la base à l'appareil administratif et son gouvernement, à savoir le collègue et ami que j'admire beaucoup, Vijay Kumar. La quatrième condition est une société publique à but non lucratif suffisamment flexible pour gérer indépendamment les entrées et sorties de fonds, y compris pour le recrutement de personnel. Et ici, ce sera le RYSS, qui en français signifie la Société d'autonomisation des agriculteurs. La cinquième condition est bien sûr l'obtention des moyens financiers spécifiques. Alors, ils ont été d'origine publique ici, mais aussi privés, comme ceux décrochés auprès de la fondation du milliardaire indien Azim Premji, qui est la 2e ou première fortune en Inde. Enfin, la 6e condition est de savoir faire preuve d'innovation organisationnelle pour mettre en musique l'ensemble et, in fine, développer la niche sociotechnique à une échelle suffisamment importante pour ébranler le régime sociotechnique dominant, voire le remplacer. Ces innovations organisationnelles m'ont franchement, le plus impressionné, car elles ont de multiples déclinaisons locales et impliquent des acteurs très différents, dont les principaux sont listés dans l'encadré, que vous n'aurez pas le temps de lire, et il ne faut pas lire,
Ce schéma organisationnel complexe, sans véritable base ni sommet, ni même hiérarchie, semble ici d'abord développé pour développer une capacité d'apprentissage collectif permanent. Et comme l'écrivait le RYSS en 2019, nous croyons fermement à 3 théories du changement pour mettre en œuvre l'agriculture naturelle en Andhra Pradesh. 1. La transformation s'effectue démocratiquement avec des groupes d'agricultrices et autres assemblées d'agriculteurs impliqués dans la planification, la mise en œuvre et le suivi du programme. 2. La diffusion des connaissances et de leur support est assurée par les agriculteurs et leurs personnes ressources communautaires, qu'on appelle là-bas CRP. 3. La transformation totale des villages, puis des clusters, puis des cantons, puis enfin de l'État, implique de convertir tous les villages, tous les agriculteurs, toutes les fermes et toutes les pratiques. En avril 2020, comme vous pouvez le lire dans la dernière ligne de mon encadré, près de 700 000 agriculteurs d'Indra, c'est-à-dire à peu près 10%, 10% un peu après, parce que maintenant on est à 1 million, ont adopté partiellement ou totalement l'agriculture naturelle depuis 2016, soit 190 000 hectares répartis dans 3 000 villages, eux-mêmes distribués sur la totalité des 664 cantons de l'État d'Andhra Pradesh. La germination est donc plutôt bonne, surtout avec le modeste budget du RYSS qui était d'environ 10 millions d'euros par an de 2015 à 2019. En y ajoutant le salaire des fonctionnaires et autres partenaires embarqués, le RYSS estime qu'il faut en moyenne dépenser 320 € pour voir totalement converti un agriculteur et sa famille à l'EPCNF après qu'ils aient débuté son premier essai 5 à 6 ans plus tôt dans un coin de parcelle. Le rapport, je passe ça parce que c'était trop long, le rapport bénéfice pour l'agriculteur sur coût public serait pour l'instant de 13 avec des rendements inchangés ou augmentés, des réductions importantes de dépenses en intrants qui augmentent nettement le revenu net, de bien moins de pertes en cas de cyclone ou sécheresse, des produits de bien meilleure qualité nutritionnelle et sanitaire, et finalement, des micro-agriculteurs heureux parce qu'ils sont plus fiers, épanouis et ambitieux dans leur travail. Près de 10 objectifs du développement durable sur 17 seraient ainsi remplis par l'EPCNF, dont l'ODD numéro 5 sur l'autonomisation des femmes, qui sont, comme le martèle Vijay Kumar, les propriétaires et le capital social du projet, à travers leur self-help group, autrement dit des micro-groupes d'auto-entrepreneuses et de microcrédits, dont le nombre dépasserait 160 000 début 2020 en Andhra Pradesh. Toutes ces évaluations nécessitent évidemment d'être confirmées par les autorités scientifiques, un long et coûteux travail qui n'est pas la vocation du RYSS, mais que Vijay Kumar appelle de ses voeux et qui a débuté avec ceux qui ont bien voulu. Alors, ici, vous avez quelques exemples, une liste relativement exhaustive des premières études réalisées sur l'agriculture naturelle, parues entre 2016 et 2021. Évidemment, le développement rapide de l'EPCNF, bien qu'encore limité en termes de surface, suscite un intérêt croissant à l'étranger, mais aussi du reste de l'Inde, notamment auprès du Premier ministre de l'Union et de son gouvernement. Alors, justement, cet intérêt du gouvernement de la Fédération indienne va provoquer en 2019 une réaction assez violente des promoteurs de l'agriculture industrielle, incarnée ici par l'Académie indienne des sciences agricoles et les fournisseurs d'intrants, défendant un marché qui représente désormais en Inde plusieurs dizaines de milliards d'euros par an, avec les semences, les engrais, les pesticides, le matériel d'irrigation et de plus en plus les machines agricoles et le numérique. En septembre, ils écrivent une lettre de 3 pages au Premier ministre Modi, dont ceci: l'Académie est fermement convaincue que la promotion de technologies reposant essentiellement sur des variétés qui représentent un potentiel de rendement intrinsèquement faible compromettrait l'atteinte par l'Inde des objectifs de développement durable. L'Académie est ainsi d'avis que l'agriculture naturelle n'a pas de valeur incrémentale pour le producteur et le consommateur et qu'elle représente une des nombreuses pratiques antérieures aux années 50 quand l'Inde ne produisait pas plus de 50 millions de tonnes de grains alimentaires. Ainsi, auront parlé la science et les industriels de l'agriculture moderne. Leur influence est grande puisqu'en décembre, la presse titrait « Le gouvernement Modi soutient le ZBNF mais n'a pas de budget pour le promouvoir ». Zéro budget pour l'agriculture naturelle à zéro budget. Quoi de plus naturel, somme toute. Mais le ZBNF d'Andhra Pradesh n'en demeure pas moins résolu à poursuivre son aventure, après avoir renommé début 2020 sa communauté de sciences, mouvements et pratiques, EPCNF. Je tire, en ce qui me concerne, 4 grandes conclusions de l'histoire que je viens de vous raconter. Premièrement,
Et comme l'écrivait Smith et ses collègues en 2020 dans la revue Nature, l'EpiCNF est un mouvement de la base qui tente d'améliorer la capacité de l'Inde à cultiver avec la nature sa propre nourriture en mettant fin à la dépendance des agriculteurs, aux intrants du commerce et au crédit pour les acheter. Deuxièmement, la technologie et productivité de l'EpiCNF reposent sur de complexes synergies biologiques entre multiples espèces végétales et animales, notamment les organismes du sol, donc bactéries, champignons, vers, insectes, peu étudiés par la science agricole depuis un demi-siècle, peut-être parce que beaucoup trop complexes et sujettes à des variations locales infinies. Troisièmement, le régime socio-technique industriel de la Révolution verte est si puissant que la science indienne, au lieu d'envoyer une pléthore de scientifiques sur le terrain pour documenter, valider ou non et comprendre ce qui se passe, a ressenti sa légitimité et son autorité ébranlées et a préféré accuser son challenger de quasi-sorcellerie. Et enfin, et c'est pour moi l'enseignement le plus important que j'ai retiré de cette expérience indienne, parce que valable pour nous aussi, les sociétés seraient finalement aujourd'hui face à deux grandes alternatives. La première, continuer de produire massivement quelques denrées recomposées, standardisées, et recomposées et transformées en aval, où valeur, investissement et emploi sont de plus en plus concentrés, notamment pour essayer de réparer les failles sociales et environnementales du système, telles que les coûts croissants de santé, le retraitement des eaux, la restauration des sols, la lutte contre le changement climatique, etc. Ou alors, produire en symbiose dans et avec la nature, avec valeur, investissement et emploi concentrés en amont pour fournir des produits diversifiés et de qualité, ainsi que des services pour l'instant non rémunérés, comme le filtrage des eaux ou encore le stockage de carbone dans les sols. Alors, puisque l'EpiCNF est clairement inscrit dans la seconde voie, ceci m'a conduit avec les acteurs locaux et la FAO à animer depuis 2019 une prospective à 2050 d'une conversion totale de tous les agriculteurs de toutes les terres d'Andhra Pradesh à l'agroécologie, notamment pour évaluer combien cela coûterait en termes de paiement pour services environnementaux. Alors, en attendant de vous présenter, et peut-être une prochaine fois, les résultats de cette prospective Agro-Éco 2050, je vous remercie pour l'heure de votre attention et attends avec grand intérêt les réactions que vous inspire cette expérience de transition agroécologique au pays de la Révolution verte. Merci. Merci beaucoup, merci Bruno pour cette présentation très riche, plein d'informations. Je vous invite toutes et tous à aller consulter les articles de Bruno pour en savoir un petit peu plus. Alors avant de donner la parole à Thierry, quand même quelques questions de précision qui me sont arrivées par différents canaux pour être bien certain de comprendre. Cette agriculture naturelle zéro net, zéro, etc. Qu'est-ce qu'elle fait de la question disons des parasites, des problèmes de maladies? Comment est-ce qu'on traite ça? C'est une lutte biologique et qui est avant tout liée à la diversification des cultures. Quand vous offrez aux parasites des champs immenses d'une seule variété, d'une seule semence, c'est comme si vous mettez un gros gâteau devant ces parasites et donc ils vont arriver en masse. Ici, par la première moyen de lutte, c'est la diversification des cultures. La deuxième chose, c'est qu'ils ont développé un certain nombre de techniques. Par exemple, ce que j'ai pu voir, soit ils plantent par exemple des fleurs, je ne sais plus lesquelles, désolé, pour voir les premières apparitions ou des pièges à phéromones qui leur permettent ensuite d'appliquer leur préparation que j'ai citée dans le texte à base, par exemple, de diverses, comme le margousier, le nîmes, qui est très connu pour repousser les pesticides. Et j'allais dire aussi, une des façons aussi de lutter, troisième moyen, qui est quand même très important, outre la diversification, c'est une beaucoup plus grande vigueur à travers toute la microbiologie des sols, etc. On a il le montre assez bien, on a des plants beaucoup plus vigoureux et donc qui sont beaucoup moins susceptibles d'être affectés par ces pestes. Voilà, les trois moyens. Ça, j'en suis sûr que ça fera réagir Thierry, mais avant de vous donner la parole, une autre question, parce que dans la conclusion, j'entends bien cette idée de cultiver sa propre alimentation, répondre aussi à la demande locale.
La sécurité alimentaire de l'Andhra Pradesh, on en est où? Est-ce que c'est aujourd'hui, on répond à la demande de chaque habitant? Est-ce que, Alors, en plus, vous avez mentionné cet exercice de prospective, donc on peut peut-être déjà avoir quelques idées. Non, pour l'Andhra Pradesh comme pour l'Inde, tout dépend de ce qu'on met derrière sécurité alimentaire. La révolution verte a été avant tout une révolution de production de sucre, de glucides, à travers le riz, le blé, la canne à sucre. Donc son grand mérite, à une époque où l'énergie fossile était vraiment pas chère, donc de produire très rapidement beaucoup de sucre et d'empêcher, c'est vrai qu'elle a empêché les famines. Et vous savez que la dernière famine remontait à 1943, et donc ça a été une hantise, hein, et donc on s'est mis à produire massivement du sucre, des glucides. Hein. Ce qui fait dire que à certains politiques indiens, on a atteint la sécurité alimentaire. Non. L'Inde est parallèlement très mal classée dans, par exemple, l'index global de la faim, Global Hunger Index, où elle est même derrière le Soudan et derrière tous les autres pays d'Asie du Sud, parce qu'on a encore à la fois une sous-nutrition chronique des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes, et une alimentation déséquilibrée, puisque on a produit, en gros, je caricature, hein, mais pour que les gens retiennent, du sucre, mais du coup, les protéines n'ont pas suivi l'augmentation de la population, ce qui fait que l'Inde est devenue à la fois le premier producteur et reste le premier producteur de pois et lentilles, mais aussi le premier importateur mondial de pois et lentilles qui viennent du Canada. Mmh. Et deuxièmement, est devenu aussi le premier importateur d'huile végétale. L'huile végétale, les graisses sont quand même aussi importantes, notamment les acides gras essentiels. Et parallèlement, alors, le fait qu'ils soient devenus premier importateur fait qu'ils ont réussi à maintenir un peu les prix, bien que maintenant, le prix des pois et lentilles commence à vraiment être assez cher dans l'assiette. Et puis, il y a d'autres aliments qui sont très importants pour les micronutriments, pour les fibres, etc., qui sont les fruits et légumes. Et je peux vous dire que c'est devenu un produit de luxe en Inde. Oui. Hein. Moi, le kilo de tomates à New Delhi, il est plus cher qu'ici. Donc, ceux qui ont accès à ces fruits ou à ces légumes, c'est vraiment les plus riches. Et donc, vous imaginez bien que la sécurité alimentaire, à savoir l'accès véritable à une nutrition équilibrée, etc., c'est pas le cas. Sans compter que si et ça a été une des motivations aussi de l'agriculture naturelle, on sait maintenant que la plupart de ces aliments qui sont distribués, les grains, hein, donc le riz et le blé à travers le système de distribution publique, ils sont bourrés de pesticides. Donc les producteurs eux-mêmes, quand ils peuvent maintenant consomment plus le bassin de la révolution verte, donc le Punjab, celui que vous avez entendu parler, c'est les greniers à blé et à riz de l'Inde. Les agriculteurs eux-mêmes ne consomment pas ce qu'ils produisent parce que c'est vraiment plein de pesticides et il y a des épidémies qu'on attribue à ces pesticides dans ces régions ultra productives, hein, qui dépassent les rendements, comme je l'ai dit tout à l'heure, en termes de calories par hectare, c'est-à-dire qu'ils crachent des calories par hectare, mais aussi ils pompent des quantités astronomiques d'eau, ils pompent des quantités astronomiques d'engrais qui sont subventionnés, c'est 2 milliards par an d'euros de subventions pour l'électricité pour pomper l'eau et 1 milliard pour l'eau, pour l'électricité, qui rejette elle-même, puisque c'est fait à partir de charbon, hein, l'électricité indienne, donc qui rejette beaucoup de gaz à effet de serre, et 1 milliard pour encourager les engrais chimiques qu'on retrouve en grande partie d'ailleurs dans les rivières. Et voilà. Très bien, merci Bruno. Alors il y a beaucoup de questions qui me viennent. J'en suis sûr que Thierry Desvaux en aura aussi. Et puis on gardera du temps ensuite pour la discussion. J'en ai noté quelques-unes et vous voyez derrière nous ou sur vos écrans des images qui passent. On a vu des champs de moutarde, on a vu des champs de riz aussi, des aubergines ou des courgettes, je ne sais plus, je crois que c'était des courgettes. Donc on aura peut-être le temps de discuter de ces assiettes alimentaires qu'on a dans l'agriculture naturelle en Inde et peut-être aussi la question de la place de l'élevage. Mais je garde ça pour plus tard et je me tourne tout de suite vers vous Thierry Desvaux. Je rappelle que vous êtes agriculteur
dans l'Yonne. Vous êtes installé depuis un peu plus de 30 ans maintenant. On va d'abord partir dans l'Yonne. Après, on ira un petit peu sur les terrains de l'AFDI et voir aussi au-delà, peut-être avec Khalifa Traoré, avec qui on essaye de se connecter et qui est à distance avec nous depuis le Mali et qui va nous rejoindre. Alors Thierry, peut-être en quelques minutes, avant de vraiment rentrer sur les enseignements de cet exemple indien, est-ce que vous pouvez nous présenter votre exploitation, ce que vous faites et en quoi est-ce qu'elle répond aussi à ce cahier des charges ou à ce qu'on appelle l'agroécologie? Donc bonjour à tous et puis merci d'inviter un représentant d'AFDI à ce webinaire. Merci beaucoup à Bruno Dorin pour la qualité de son exposé et qui m'a passionné en amont de cette présentation. Donc oui, je suis agriculteur dans l'Yonne en assolement commun. Donc on est 7 agriculteurs en collectif. Aujourd'hui on est 7, on a été pendant 10 ans 5, donc depuis 2009. Et en 2009, qu'est-ce qui s'est passé? Avec mes voisins avec qui je m'entendais, on a eu envie de produire différemment. On voyait que nos taux de matière organique baissaient, on était très bons techniquement avec beaucoup de chimie, beaucoup d'engrais. Mais pression sociale, pression familiale, et puis voilà, ces taux de matière organique qui baissent, on s'est dit, voilà, on va essayer de faire autre chose. Est-ce qu'on fait ça que nos 2 exploitations réunies? On a pris connaissance qu'il existait d'autres groupements plus larges, et on s'est dit, allez, on élargit, on a invité nos voisins, et puis on a testé, on s'est retrouvé rapidement à 5. Pendant une année, on a préparé cette mutualisation, hein, ce qui est un challenge énorme. C'est un risque, en France, c'est pas commun quoi, hein, de décider de mettre ensemble un assolement et de tout partager. Donc apprendre à se connaître. Et puis après, quel type d'agriculture, hein, en dehors avec qui on va travailler, etc. Et là, on s'est dit, on a eu connaissance de l'agriculture de conservation des sols. Hein, donc c'est une agriculture qui est basée sur la biodiversité, sur une couverture permanente avec allongement des rotations, couverture la plus longue des sols au cours de l'année, non-travail du sol. Et on s'est dit, banco, on se groupe, donc on passe d'un seul coup à une agriculture conventionnelle, à un autre type d'agriculture qu'on n'appelait pas encore agroécologique. Donc c'est une rupture qui est vraiment très très brutale. Hein. En général, ceux qui font des changements le font par ce qu'on appelle des transitions et ça nécessite un petit peu de temps. Donc nous, on a vendu nos charrues, nos chisels et puis on a acheté du matériel pour semer des couverts, reniveler nos sols et puis passer progressivement au semi-direct sous couverture permanente ou sous couverture la plus longue possible. Très rapidement, donc aujourd'hui on est à 80-90% en semi-direct sous couvert. Les résultats sont éloquents au niveau régénération des sols. On est extrêmement fiers de ça. Hein. La nature rattrape, quoi, hein. On l'avait abîmé. On l'avait abîmé. Et puis dès qu'on lâche un petit peu les engrais chimiques, dès qu'on lâche un peu la chimie et surtout dès qu'on lâche le travail du sol, hein, on parle beaucoup de chimie en impact négatif, mais je pense sincèrement que le travail du sol a beaucoup plus d'impact sur la vie du sol, notamment des lombriciens. Et aujourd'hui, donc, on a des résultats d'analyse biologique qui sont exceptionnels, d'analyse vers de terre, des équilibres champignons, bactéries, nématodes. On a un sol très vivant, mais malheureusement, il y a encore beaucoup d'à-coups au niveau des résultats parce que on n'a pas encore ces équilibres qu'on devrait avoir lorsqu'on remet de la biodiversité, mais sans doute n'en mettons pas assez. Donc on a encore trop de ravageurs souterrains. Il y en a certains qu'on n'arrive pas à identifier, hein, qui nous cassent la tête, qui m'empêchent de dormir la nuit. Mais malgré tout, nos résultats économiques sont très bons parce qu'on a beaucoup moins d'intrants. On est en dessous, comme on a des associés qui sont éleveurs, donc on a pas mal d'effluents, donc on a baissé par 2 nos valeurs de fumure, ce qui est important. On a diminué on a enlevé 1/3 de produits chimiques, ce qui n'est pas suffisant. On a enlevé presque 50% de notre consommation de carburant, donc au moment où on parle de décarboner un petit peu l'agriculture, ce type d'agriculture permet d'y répondre.
Donc tous ces éléments-là nous donnent des résultats économiques intéressants. Environnementaux, je vous ai dit, par la vie du sol, par la biodiversité, et puis sociaux avant tout, c'est-à-dire qu'on reçoit beaucoup de monde sur notre exploitation, hein, beaucoup d'élèves. La semaine dernière, je recevais des BTS, la semaine prochaine, des élèves d'AgroParisTech, peut-être ceux qui ne sont pas partis. Ceux qui n'ont pas déserté, oui. Voilà, ceux qui n'ont pas déserté. Pourtant, j'aimerais bien les rencontrer. Du public, et puis beaucoup de groupes d'agriculteurs. Donc, on passe pas mal de temps à s'impliquer, à communiquer un petit peu sur des marges de progrès, sachant qu'on en a encore beaucoup à faire. Là, on travaille beaucoup sur les produits de biocontrôle, hein, sur les ferments, des choses comme ça. On a le projet d'agroforesterie qui est en voie d'aboutissement. On veut faire pâturer. Hein, on parle de réintroduire. On a déjà des moutons qui viennent de l'extérieur, hein, les hivers, et on aimerait avoir nos propres moutons pour compléter ces volets agroécologiques. Hein, complémentarité, élevage, grande culture, arbres. On sent que plus on copie la nature, plus on ressent, mieux ça marche, sans qu'on l'explique toujours scientifiquement, alors qu'on a toujours appris à se justifier scientifiquement. Qu'est-ce que vous avez comme type de culture justement sur... Donc on a allongé nos rotations, hein, on a essayé beaucoup de types de protéagineux, beaucoup de colza, on fait du tournesol, du maïs, beaucoup de chanvre, et puis énormément de blé, d'orge de brasserie, de printemps ou d'automne. Donc on varie, on fait une rotation, on essaie d'être le plus cohérent, c'est-à-dire qu'on met par exemple du colza derrière des protéagineux, hein, parce que les protéagineux libèrent de l'azote et la culture de céréales à l'automne n'a pas besoin d'azote, tandis qu'un colza, on va tout de suite le récupérer. Et puis après, derrière un colza, on met de l'orge et après du blé, parce que entre l'orge et le blé, on aura plus de temps pour mettre soit une culture dérobée, soit une interculture qui fait de la biomasse, parce que la base de développement de la vie du sol, c'est de créer de la biomasse et de la restituer au sol. Donc plus on augmente le temps, plus on a la chance. Mais on a des problématiques de plus en plus récurrentes hein, liées à ce changement climatique, avec des périodes de sécheresse, forcément. Oui. Justement, comment est-ce qu'on gère ces crises climatiques quand on est dans ce type d'agriculture? Crise climatique, mais aussi, parce que vous l'avez dit rapidement, on a des problèmes de ravageurs qui persistent. Donc, pour autant, on ne s'interdit pas des solutions, disons, chimiques ou agrochimiques. Oui, oui, nous, vous gérez tout ça? on utilise encore de la chimie, je dis souvent en pompier, quoi. Quand on n'a pas marché avec ce qu'on souhaitait qu'il marche, eh ben, on sort le pulvé. En fumure azotée, on a trop peu d'élevage pour maintenir, parce que je ne vous ai pas dit, mais au niveau production, on reste un petit peu comme on faisait avant. Donc on a même beaucoup moins de charges, le même niveau de production. Les rendements, c'est ce que vous voulez dire, c'est que les rendements ben voilà, oui, on n'est pas loin des 8 tonnes hectares comme le secteur, quoi. Hein. D'accord. Et donc, si économiquement ça fonctionne, là on est dans une crise, on voit les prix des matières premières qui s'emballent, le prix des engrais aussi. Comment est-ce que vous placez ces choix techniques, sociaux aussi, hein, puisqu'on sent bien l'importance du collectif, dans un contexte de crise? Est-ce que c'est un outil de résilience? Complètement, ce que j'allais dire, hein, on est beaucoup plus résilient. Là, on vient d'avoir une période de sec. On voit que nos champs tiennent un petit peu plus longtemps, hein, parce qu'on a augmenté nos taux de matière organique hein, d'1,5 point. Donc on augmente par ce biais la réserve utile des sols en eau. Donc forcément, on a beaucoup de micro-porosité hein, par les mycorhizes, par toute la vie du sol. Et là, il y a plein de petits réservoirs d'eau. Donc en attendant la prochaine pluie, nous on a eu la chance d'avoir des petits orages localisés sur la ferme. Mais on est plus résilient. Et puis le carburant, il augmente. Nous, voilà, ça va continuer à nous coûter, mais on fait diminuer, on a déjà diminué de moitié, hein, c'est 50 litres hectares alors qu'on est à 100 litres hectares. Et puis au niveau de l'azote, on avait encore une politique un petit peu de confort, parce que l'azote n'était pas cher, et avec les analyses, on fait maintenant des pesées avant l'hiver, en sortie d'hiver pour du colza. On fait avec des pinces, on vérifie le taux, le travail de la chlorophylle hein, dans la plante pour savoir la quantité d'azote. Mais malgré tout, on joue un petit peu la sécurité. Et cette année, on a baissé drastiquement parce que l'engrais a été multiplié par 4. Donc, et visiblement, ça ne se voit pas. Donc ça veut dire que dans nos têtes, même si on avait fait un bouleversement en 2009,
il faudra sans doute en faire encore plus vite face à ces opportunités qu'on peut saisir, on en parlera tout à l'heure, hein, mais est-ce que cette crise grave n'est pas la possibilité de prendre ça comme opportunité et de changer de système agricole, hein, pour avoir même derrière des systèmes alimentaires plus durables. Justement, vous parliez de contexte de crise. Si je comprends bien, en fait, c'est une agriculture qui demande plus de temps, de réflexion aussi, mais aussi plus de bras pour travailler. Et ça ferait peut-être un parallèle aussi avec le cas de l'Inde. Oui, bon, je pense que le parallèle est à pondérer, hein. Ouais. Entre 1970 et 2010, en France, on a multiplié par 3 la surface par agriculteur. En Inde, ils ont divisé pendant le même temps par 2. Donc aujourd'hui, nous, surtout par le non-travail du sol, hein, donc on libère du temps, et ce temps-là, on le passe beaucoup plus dans des formations, dans de la communication, et il faut savoir le valoriser sur du long terme. Avant qu'on aille peut-être sur les terrains de l'AFDI et que vous aussi partagiez votre expérience sur des terrains comme à Madagascar et ailleurs, puisqu'on a toujours un petit problème de liaison technique avec le Mali, mais je remercie celles et ceux qui y travaillent. Bruno, peut-être les questions arrivent déjà aussi dans le fil de conversation. Une première question en réaction à cet enjeu du travail, quand on doit arrêter de labourer avec un tracteur et puis pailler, aussi sarcler, ça demande beaucoup plus de bras quand on n'a pas les outils techniques pour le faire. Donc en fait, l'agriculture naturelle en Inde, c'est une agriculture qui est très intensive en main-d'œuvre. Oui, et comme je le dis aux Indiens, autant dans l'agriculture industrielle, qui pour moi est basée sur la spécialisation, sur quelques monoproductions, et qu'on va amortir, et l'utilisation des intrants qui permettent de booster la production de ces monoproductions, comme on est à grande échelle, on va pouvoir amortir les coûts. Et là-dedans, ça a été le moteur, hein. Si vous reprenez mes graphiques, vous voyez que plus on est gros, plus on a une taille de ferme importante, plus de disponibilité en terre. C'est avant tout, c'est pas plus que l'augmentation de rendement, c'est l'augmentation de la taille des fermes qui a été le moteur de revenus des agriculteurs français et plus généralement des agriculteurs de l'OCDE. D'accord ? Donc on remplace à la fois de la main-d'œuvre et quelque part aussi de l'intelligence par des machines, des robots, maintenant bientôt l'intelligence artificielle. D'accord ? Dans ce schéma-là, dans cette agriculture industrielle dans laquelle l'Inde a sauté à pieds joints sans connaître la rationalité ultime, eh bien, ils y perdent avec des petites exploitations qui, maintenant, la surface moyenne, c'est 1 hectare d'une ferme, hein, donc encore moins par actif, parce que si c'est une agriculture familiale, donc on est à 0,7 hectares. Vous vous rendez compte ? Mais moi, je leur dis s'ils pratiquent la forme d'agroécologie du natural farming, qui est basée sur cette diversité, en gros, ils cultivent des jardins d'une façon extrêmement complexe, qui demande à la fois beaucoup plus de surveillance, plus de main-d'œuvre pour les semis, puisqu'on va planter, on va semer, on va mélanger, on va surveiller, et puis la récolte aussi, puisque du coup, on a des productions dont la récolte s'est dispersée à la fois dans le temps et dans l'espace. Mais, en tout cas, ils sont extrêmement... effectivement, ils ont... Dans cette agriculture, quelque part de jardin, vous ne pouvez pas rentrer le gros tracteur de Thierry, ni la grosse moissonneuse, etc. Mais, je leur dis, ils ont un avantage comparatif dans ce type de là, où on produit un maximum, beaucoup plus, je pense, que chez Thierry, de biomasse utile par hectare, mais c'est non mécanisable, non robotisable, ou alors ça va coûter extrêmement cher. On peut imaginer une agroécologie de ce type-là en France, avec des petits robots, mais ça va être extrêmement capitalistique, etc. Donc, voilà, moi, mon discours, c'est de dire, autant vous étiez des perdants dans cette agriculture moderne dont le revenu est basé sur l'agrandissement sans cesse, hein, autant dans cette agriculture,
vous avez un avantage puisque c'est à petite échelle que vous pouvez le plus produire, etc. Ça ne veut pas dire... Mais le problème, pour moi, ma grande question, c'est très bien, on est plus productif à petite échelle. D'ailleurs, il y a la science, depuis 50 ans, écrit beaucoup d'articles pour dire on est parti d'Abidjitsen dans les années 60 en disant mais comment ça se fait qu'on produit plus à petite échelle en agriculture qu'à grande il y a toute une littérature dessus, donc on le montre très bien, on est plus efficace à petite échelle qu'à grande. Et pourtant, on prend un chemin différent avec l'agriculture moderne, industrielle, etc. Mais on est plus efficace à petite échelle. La question, c'est les Indiens, ils restent bloqués avec leur hectare ou leur demi-hectare. Donc, même s'ils produisent plus et qu'ils valorisent mieux leur production, ils font plus de rendement, ils valorisent mieux, ils restent bloqués sur cet hectare. C'est pour ça que moi, ce que j'essaye de défendre, c'est que pour rejoindre le revenu, pour ne pas être pauvre et rejoindre le revenu des autres secteurs, il faut payer l'agriculture aussi pour les services qu'il rend avec cette agroécologie. C'est-à-dire qu'avec cette agroécologie, eh bien, il peut nous aider à abattre massivement des gaz à effet de serre en stockant le carbone dans le sol. Donc pourquoi on ne payerait pas l'agriculteur pour ça? Au lieu de polluer l'eau avec des pesticides, des nitrates, etc., il peut filtrer l'eau. Donc pourquoi payer les industriels qui produisent les filtres, comme j'en avais des lits très sophistiqués qui coûtent très cher, à l'entretien aussi? Pourquoi on ne payerait pas en amont l'agriculteur, etc. Et donc c'est inscrire aussi l'agriculture, cette agriculture, non seulement dans le secteur primaire, comme on dit, la production est ici de plus et mieux, mais qui ne suffit pas quand on est sur petite surface, mais aussi des services, donc aussi dans le secteur tertiaire. On accepte bien de payer un médecin pour prendre soin de notre santé. Pourquoi on ne payerait pas les agriculteurs pour prendre soin de la santé des écosystèmes sur lesquels finalement on repose aussi? Oui, c'est les trajectoires qu'on prend aussi, voilà. En tout cas qui semblent être prises aussi dans les pays européens sur ces paiements sur ces services environnementaux. Il y a toute la question, est-ce qu'on les paye? Comment on les paye? À la personne ou à l'hectare? Évidemment, il faut éviter à l'hectare, pour moi. Quand on parle d'échelle d'exploitation, et puis ensuite on partira plus sur les terrains africains notamment pour qu'on puisse avoir cette triangulation. Mais juste pour qu'on puisse bien comprendre, et moi le premier, quand on parle de ces exploitations avec des échelles... donc du coup, alors je ne sais pas si on dit très grandes, donc des petites superficies, on peut être un propriétaire terrien ou un exploitant et avoir plusieurs petites superficies. C'est bien ça en fait, c'est plutôt d'avoir des tailles de parcelles qui sont plus petites, sur lesquelles on a une diversité de cultures. Mais il faut du coup plus d'actifs dessus. D'accord ? On parle de réindustrialiser la France. Pourquoi on ne parle pas de réagriculturiser la France ? C'est le dernier point de mon exposé, c'est est-ce qu'on continue de concentrer l'emploi et la valeur en aval pour être dans ce monde sans agriculteurs et finalement produire nos calories, nos nutriments dans des usines, parce que c'est ça la rationalité, la fin de l'agriculture industrielle, ou est-ce qu'au contraire on conserve de la valeur et de l'emploi? Maintenant il y a moins de 3% en France. De la valeur et de l'emploi en amont, pour déjà se nourrir mieux, plus, mieux, et d'une façon soutenable, notamment vis-à-vis de la biodiversité, vis-à-vis de les émissions de gaz à effet de serre, vis-à-vis de l'eau, vis-à-vis des sols. Ça, j'imagine que ça passe aussi par une alimentation qui est plus chère, et donc ça veut dire trouver d'autres formes de revenus pour les agriculteurs et les agricultrices. Thierry, je me retourne vers vous en espérant qu'on puisse être rejoint par Khalifa Traoré depuis le Mali. Avec vos expériences au sein d'AFDI, à Madagascar et ailleurs, je sais que vous avez eu beaucoup d'expériences de terrain. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon, comme enseignement de ce qui se passe en Inde? Il y a peut-être des exemples aussi, vous avez vu sur le terrain, de pratiques agroécologiques qui font cette régénération des sols, l'utilisation de plusieurs cultures. Parlez-nous un petit peu de ces expériences. Oui, d'accord. Donc AFDI, Agriculteur français développement international, qui existe depuis 1975 par la profession agricole. Et puis, elle a pris un engagement fort en faveur de l'agriculture familiale, c'est très net. Tout ça pour lutter contre la malnutrition et la pauvreté. Le cœur de lance de l'AFDI, c'est de soutenir les organisations paysannes, travailler avec des paysans qui sont déjà regroupés.
Et puis, il y a un autre volet d'AFDI qui est important, c'est sensibiliser le monde agricole et le monde rural aux problèmes de développement international. Ce matin, j'ai participé à une table ronde à Dijon. C'était justement sur l'éducation citoyenne mondiale par rapport au système alimentaire durable. Donc ça, c'est un volet important au niveau d'AFDI. Donc effectivement, AFDI, par rapport à l'agroécologie, a mis l'agroécologie un petit peu en données transversales dans les projets. On accompagne, bon, je vais souvent à Madagascar, on accompagne les organisations paysannes dans leurs réflexions pour faire face au changement climatique, pour réfléchir ensemble comment s'adapter. Et souvent, c'est par l'agroécologie qu'on y arrive. Là, on vient d'avoir un nouveau projet de lancer qui s'appelle Sambonai, avec pour objectif spécifique d'améliorer et diversifier la production agricole pour une meilleure sécurité alimentaire et renforcer le rôle des agriculteurs et citoyens. Et tout ça pour une agriculture plus résiliente. On travaille sur la transition agroécologique à 3 niveaux, en faisant évoluer les pratiques. En Côte d'Ivoire, on a un projet qui s'appelle Vital, avec des financements CDAO, AFD, sur l'agroforesterie, comment marier du cacao avec des arbres ombragés, avec des cultures associées. C'est très important dans le fonctionnement plus naturel. Au Togo, on a un projet sur des fermes pédagogiques, avec des jeunes agriculteurs. Au Mali, un projet agroécologique sur les semences paysannes, et là on a eu un gros financement sur 3 ans. Donc ça, c'est sur les pratiques. Le deuxième volet, c'est agir sur les politiques. La Confédération paysanne au Burkina contribue actuellement aux réflexions sur la stratégie nationale de l'agroécologie pour 2022-2026. Donc on vient en appui, en plaidoyer. Au Togo, avec le setup, toujours sur l'agroécologie, avec un engagement fort pour maintenir l'agriculture familiale face à l'agro-industrie. Donc là, pareil, c'est encore un petit peu une notion syndicale. Et puis le troisième volet, c'est trouver des financements. Donc trouver des financements pour s'adapter au changement climatique. On travaille beaucoup avec Agricord. On a des financements aussi par l'Union européenne, l'AFD. Et puis en Afrique, avec 3AO, qui veut dire Alliance pour l'agroécologie en Afrique, l'Europa, qui permettent un travail en réseau des organisations paysannes, et ça mobilise également la société civile en Afrique. Il faut savoir que la nouvelle convention programme à l'AFDI comporte 25 projets avec un volet agroécologique. C'est tout nouveau, quoi. C'est en quelques années. Et c'est vrai que c'est un levier fort pour obtenir des financements, d'intégrer ces termes d'agroécologie, de biodiversité dans les projets. Et c'est une nécessité, c'est ce que nous demandent aussi nos partenaires. Donc voilà, les besoins sont énormes pour s'engager dans cette transition agroécologique. Et puis je reste particulièrement admiratif par ce qui se passe en Inde, avec ce développement d'agriculture naturelle, surtout zéro budget, quoi. Moi, ça me sidère, et puis je suis hyper enthousiaste. Donc j'avais noté quelque chose, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais des réactions par rapport à ta présentation. Donc on peut continuer comme ça, et puis n'hésitez pas aussi à partager, parce que je pense que ce sera difficile de joindre malheureusement Khalifa Traoré depuis le Mali. On a des problèmes de connexion, mais pour qu'on puisse bien comprendre comment les projets qui sont accompagnés par AFDI, puisque vous avez vu sur le terrain, s'inspirent, ou en tout cas ont des solutions innovantes face aux défis notamment climatiques et productifs, puisqu'on est aussi sur des contextes où il faut augmenter les niveaux de production. Il y a la question des sols, de faire face à la sécheresse aussi, mais effectivement, on peut peut-être réagir aux propos de Bruno Dorin et aux enseignements à la fois pour l'exploitation dans Lyon et puis aussi sur les autres terrains que vous connaissez à travers la planète. Donc j'ai été extrêmement enthousiaste à travailler sur le bouquin de Bruno Dorin, quoi. Je connais beaucoup d'exemples d'agroécologie dans le monde avec une telle réussite, d'une telle ampleur, c'est surtout ça, c'est le nombre de personnes. On est à combien de millions aujourd'hui? 1 million à peu près. Voilà, 1 million, avec un objectif de 6.
Derrière ça, moi, qu'est-ce que j'ai... Notre scénario, il y a 8 millions Ah, en 2050. ouais. Et l'Inde globale. Ça. Mmh. Pour info, par rapport à la question de l'emploi, en Inde, pour votre information, ceux qui demanderont du travail, c'est-à-dire ceux, on va dire, âgés entre 20 et 64 ans, le besoin d'emploi sera de 1 milliard de personnes. L'Afrique, ça est en train de boomer. Mais, oui, on sait que l'Inde va continuer à avoir sa croissance démographique assez. Et ils ne trouveront pas d'emploi, ou très peu, comme actuellement, dans le monde agricole. Donc il faut penser aussi... Cette question de l'emploi et de l'envie des jeunes pour travailler dans le champ d'exploitation, on y reviendra peut-être après les questions et les réactions, surtout de Thierry. Donc la réussite de cette agriculture naturelle, pour moi, un agriculteur qui soit au nord ou au sud, j'aime bien ce terme de bon sens. C'est-à-dire que quand on voit un résultat, on voit si c'est transposable chez nous. C'est un peu une des bases de développement de l'AFDI, hein, c'est l'échange paysan. Hein. Aller voir à côté, revenir et voir ce qu'on peut en faire. Donc là, je pense que cette augmentation fulgurante de l'agriculture naturelle, elle est due à ce regard positif. Au résultat. Au résultat. Maintenant, il y a toujours beaucoup de prise de risque quand on fait des transitions. Et cette prise de risque, elle est minimisée s'il y a un bon vulgarisateur, une émulation collective. Je souligne qu'en France, il y a des réseaux d'agriculteurs. Là, je pense par exemple à l'Association pour la production d'une agriculture durable, l'APAD, où ce sont des agriculteurs qui décident de prendre en main leur développement dans le semi-direct. Mais il y en a d'autres, associations comme ça. Donc cette émulation collective, elle est importante dans les transitions. Et puis, une prise de conscience des limites à un système, ça c'est souvent le cas. En France, je le ressens, pour nous c'était net. En 2008, là on gagnait beaucoup d'argent, mais on s'est dit, on va dans le mur, il faut changer. Donc cette prise de conscience. Et puis, il peut y avoir des encouragements financiers, mais pour moi, ce n'est pas les meilleurs. C'est toujours mieux quand ça part de la base, quand c'est nous qui avons envie de changer. Donc il faut nous donner envie de changer. Et puis, quand il y a forcément une crise. Dans le Sud, j'ai remarqué que l'agroécologie est souvent perçue comme un changement positif d'un système. Alors que chez nous, au Nord, beaucoup plus comme une contrainte. Surtout quand on a des résultats comme en agriculture naturelle où on augmente considérablement le rendement. Parce que le rendement dans un paysan, avoir un beau champ qui produit, waouh, ça coûte cher, que ça pollue, mais il faut avoir du rendement. Peut-être, si jamais vous avez encore 2 points très rapides, mais on a réussi à rejoindre Khalifa Traoré qui est avec nous depuis le Mali. Donc je vous propose qu'on profite qu'il soit avec nous dans la fenêtre de tir et de la connexion. Déjà pour l'accueillir, pour lui souhaiter la bienvenue, pour le remercier d'être avec nous ce soir. Bonsoir docteur Khalifa Traoré. Oui, bonsoir. Alors, je vous présente rapidement pour que celles et ceux qui nous suivent en ligne puissent vous connaître. Vous êtes directeur scientifique de l'Institut d'économie rurale au Mali, l'IER, docteur en sciences du sol. On a beaucoup parlé des sols et de la régénération des sols depuis le début de ce webinaire. Et vous avez aussi beaucoup travaillé sur l'adaptation des agricultures, notamment sahéliennes et d'Afrique de l'Ouest, au changement climatique, avec des enjeux de résilience et de développement de la mise de la valeur organique des sols. Beaucoup de publications également que les auditeurs, celles et ceux qui nous suivent, pourront retrouver. Peut-être, comme vous êtes avec nous, vous donner la parole pour réagir à ces enseignements que Bruno Dorin nous a transmis tout à l'heure. Je sais que vous avez eu accès à ces publications, cette agriculture naturelle en Inde sans pesticides. Comment est-ce que depuis le Mali, votre institut de recherche et votre expérience de terrain, quels enseignements vous en tirez et qu'est-ce qu'aussi vous pouvez nous donner comme exemple de pratiques innovantes en matière d'agriculture sur les zones que vous connaissez? D'accord, je me remercie. Effectivement, j'ai suivi avec beaucoup d'attention
l'exemple indien. Bon, et j'avoue que surtout à l'heure actuelle où on a des flambées de prix partout en ce qui concerne la fertilisation, hein, les engrais, on ne le voit même pas, à fortiori les acheter. Donc, si on peut privilégier ces pratiques-là, je crois que c'est maintenant qu'il faut le faire. Et ça a toute sa valeur, non seulement écologique, hein, mais également économique, parce que ne rien apporter et parvenir à récolter, il n'y a pas de calcul à faire, parce que pour dire que j'ai mis 1 franc, j'ai reçu 2 francs, aussi faudra-t-il que vous mettiez quelque chose. Si vous n'apportez rien, vous n'apportez que la main-d'œuvre, hein, pour réaliser telle ou telle opération culturelle et récolter à la base. Je crois que c'est ce que tous les paysans du monde cherchent. Non seulement économiquement, mais également en ce qui concerne la santé des sols. Par exemple, dans le système de culture au Mali, par exemple, quand vous regardez le système cotonnier, qui est un système trop consommateur d'engrais, vous avez une culture qui, quand on la met en place, ne bénéficie d'aucun apport, sauf les effets résiduels. Par exemple, le sorgho ou le mil, hein, il vient toujours après, pas en tête de rotation, mais il vient toujours après 2 à 3 années de rotation. Et donc, on n'apporte absolument rien. Et c'est vrai qu'il y a les effets résiduels, mais il y a même des cas où les effets résiduels sont tellement minimes qu'on se demande souvent, mais comment est-ce qu'on a pu avoir tel rendement, et pourtant, ça fait 2 ou 3 ans que le paysan n'apporte rien. Bon, il y a des questionnements. Mais puisque les gens, à l'époque, n'avaient pas beaucoup orienté la recherche sur ces aspects de zéro budget, donc on s'est dit, bon, sûrement, il y a eu une accumulation depuis des années et tout, mais sans être sûr. Donc, c'est maintenant qu'il faut vraiment le prendre comme objet, hein, objet de recherche. Je crois que désormais, dans un futur à venir, si on doit comparer des situations pour pouvoir se prononcer là-dessus, c'est maintenant qu'il faut le faire. Il faut monter des projets légers, hein, dans lesquels on va prendre des situations où on n'apporte rien du tout et des situations où on va un tout petit peu apporter, et comparer la main-d'œuvre, comparer tout ce qu'on a mis comme économie, et puis tout de suite, on se prononcera là-dessus, hein, de façon très simple. Deuxième point, les cultures dédiées aux femmes. Par exemple, au Mali, les femmes n'ont pas les ressources, hein, pour accéder aux fertilisations. Hein, donc, aux fertilisants, je veux dire. Donc, la majorité des cultures des femmes sont des cultures sans engrais. Je prends un exemple. Le fonio, par exemple, les femmes le cultivent et n'apportent rien. Et ils cultivent le sésame et n'apportent rien. Et cultivent même le soja, hein, que la recherche fertilise. Quand c'est les champs de femmes, hein, j'ai vu cette expérience-là, elles n'apportent rien du tout. Hein, mais elles se débrouillent à ce que ce soit dans un système où l'écologie, hein, permet l'expression des rendements. Je vous donne un exemple très simple. Quand vous avez une femme qui a du soja à faire, par exemple, elle ne va jamais mettre son soja en haut de toposéquence, où il sait qu'il y aura des difficultés pour l'eau, il y aura des difficultés pour le cycle biogéochimique des éléments, la matière organique ne sera pas bien décomposée parce que les conditions hydriques font qu'on a très peu de micro-organismes actifs. Elles ne comprennent pas que c'est des micro-organismes, mais elles lient ça à la nature du sol et sa position sur la toposéquence pour pouvoir faire leur culture plutôt en bas de toposéquence, et où elles n'apportent absolument rien. C'est vraiment, elles n'apportent rien, mais elles parviennent à récolter. Et elles parviennent à récolter parce qu'elles bénéficient de tout ce qui est dynamisme des micro-organismes dans cette partie des écosystèmes. Elles bénéficient de la topographie qui est favorable, qui permet une meilleure infiltration. Et elles bénéficient aussi des particules fines qui sont drainées depuis les parties sommitales de toposéquence pour être déposées à ces endroits-là. Donc, elles font rapidement, pas ce calcul en prenant ces éléments scientifiquement, elles ne comprennent même pas de quoi il s'agit. Mais c'est comme ça qu'elles font pour faire leur soja sans rien apporter et pourtant avoir un très bon rendement. Et ils le font avec le soja parce qu'on a un condiment chez nous qu'on appelle Sumbala, qui est comme les cubes magiques, bon, donc qui sont des arômes pour les sauces. Et donc, on peut tirer ces produits-là à partir de cette culture.
Bon, à côté de cela, il y a aussi les cultures maraîchères qui font, soit les piments, les bonbons, les salades, les tomates et autres, qui le font. Elles le font dans ces parties de la toposéquence sans aucun apport. Et si elles apportent, c'est peut-être juste de la matière organique hein, qui est ramassée à côté hein, des détritus hein, des basses-cours ou peut-être de la matière organique issue des balayages et autres, hein, les déjections, quelques déjections des animaux et autres qu'elle ramasse pour utiliser comme fertilisant d'appoint. Bon, ça rejoint un peu les eurobargettes parce que c'est quelque chose qui est balayé de la cour, qui normalement devait être versé hein, pour être perdu, mais ils préfèrent les amener sur ces petites parcelles-là. Donc voilà un système de recyclage des éléments nutritifs qui permettent à ces braves dames-là de produire, d'avoir de l'argent pour subvenir aux besoins des enfants, pour l'école, hein, pour la santé et tout ça, et sans aucun apport de fertilisant. Et je crois que maintenant, c'est tous les pays qui seront obligés de copier ces belles dames-là parce qu'on n'a pas le choix. Les engrais sont très très chers et tout le monde se cherche, donc il faut envisager hein, de promouvoir ces technologies-là, c'est-à-dire les eurobargettes. Voilà ce que, à chose, je pouvais partager avec vous. Alors, je me permets une question par rapport à ce qu'a présenté Bruno Dorin, notamment sur les difficultés en Inde pour permettre de densifier le modèle. Hein. C'est la question des intrants alternatifs qui ne sont pas forcément disponibles, la question aussi des subventions à l'agriculture conventionnelle et puis la nécessité aussi de montrer les résultats aux agriculteurs et aux agricultrices pour qu'ils puissent aussi adopter ces modèles de production. Est-ce qu'au Mali, on est sur les mêmes difficultés, notamment liées à la disponibilité des intrants, peut-être aux subventions qui ne sont pas fléchées vers ces modes de production alternatifs ou avec moins d'utilisation d'intrants? Bon, oui, c'est sûr que les subventions ne vont pas vers ça. Les subventions ne vont pas vers ce type d'agriculture. Par contre, il y a des stratégies qui sont développées par la recherche, hein, qu'on essaie de faire diffuser par nos partenaires des ONG et des vulgarisations, hein, qui portent sur l'utilisation du NIM, par exemple, qui est un produit local, qui est juste un arbre qu'on rencontre partout. Hein, dont les broyats peuvent être utilisés pour bien lutter contre les déprédateurs, c'est-à-dire hein, de façon bio lutter contre les insectes et toutes les maladies, et donc ils permettent aussi hein, de booster la productivité. Bon, donc il y a ces cas-là qui existent, mais comme vous l'avez dit, hein, on n'a pas de subventions fléchées hein, vers ce type d'agriculture parce que ce n'est pas le plus dominant. Hein. Le plus dominant, c'est l'agriculture telle qu'on est connu ici, c'est avec des applications intenses de fertilisants pour les cultures d'éreintes. Bon, mais les cultures qui sont un peu, pas marginalisées, mais en dehors du système, hein, ne bénéficient pas des subventions. Mais je vous assure que même dans les systèmes qui bénéficient des subventions, ce type d'agriculture peut avoir sa place. Ça, je peux vous le garantir. Alors, une dernière question pour vous, Khalifa Traoré, peut-être avant que les uns et les autres puissent réagir, même s'il nous reste un petit peu moins de 10 minutes. Hein. N'hésitez pas en ligne aussi à nous apporter vos commentaires et vos réactions, vous l'avez fait. Mais pour comparer aussi les trajectoires entre l'Inde et le Mali ou d'autres pays d'Afrique, on voit bien que, par exemple, l'avancée de l'agriculture, de la révolution verte en Inde a été très forte. Elle l'est beaucoup moins en Afrique ou dans les pays d'Afrique subsaharienne, d'Afrique de l'Ouest, si on pouvait comparer ça. Est-ce que l'agroécologie et ce genre de pratiques, hein, telles que celles qu'on voit en Inde, sont prises au sérieux sur le terrain? Est-ce que les organisations paysannes aussi participent à promouvoir ce type de modèle? Et peut-être que Thierry pourra aussi répondre. Mais on a ces clichés qui ont été déconstruits par Bruno Dorin un peu plus tôt. Est-ce que l'agroécologie, c'est un mot qui est utilisé, qui est approprié aussi par les agriculteurs et les agricultrices sur les terrains que vous connaissez? Ben, oui, on est, bon, puisque à partir de la position que j'occupe, donc je rencontre
pas mal d'acteurs de ce projet-là. Et les organisations paysannes, par exemple au Mali, l'AOPP, la CNOP, sont des organisations paysannes qui sont au parfum de l'agroécologie et qui sont impliquées dans des projets de transition agroécologique en zone cotonnière. Et donc, des formations ont été données. Il y a même un projet récemment, un projet Faire Sahel, un projet de l'Union européenne, donc, qui travaille aussi sur l'agroécologie et la promotion de l'agroécologie. Il y a également AgriEco, qui est un autre projet qui est financé par l'AFD au Mali, qui est aussi un projet sur l'agroécologie. Enfin bref, il y en a beaucoup qui portent sur l'agroécologie et dans lesquels les organisations paysannes sont impliquées en tant qu'acteurs à part entière, avec des budgets, avec des activités bien définies, et donc des formations en cascade qu'il faut donner pour que les gens s'approprient de cette conception, de ce concept d'agroécologie, parce que les gens ont tendance à confondre l'agroécologie et l'agriculture biologique, ça n'a rien à voir. Bon, ça c'est un peu proche, mais c'est pas pareil. Donc il faut faire une formation, expliquer aux gens ce qu'on entend par l'agroécologie, bon, et donner les avantages, mais aussi donner les contraintes qu'on a, surtout pour un départ. Et donc, pour répondre à la question, c'est vraiment oui, les organisations paysannes sont au courant, elles sont impliquées dans plusieurs projets de transition agroécologique, soit qu'elles soient en zone cotonnière ou qu'elles soient en zone sèche. Merci Khalifa Traoré, vous restez avec nous bien sûr. Je voudrais vous poser une question peut-être à tous les trois, mais d'abord à Bruno Dorin, parce qu'on a commencé à parler de soutenir aussi ces agricultures. Le Farm s'intéresse beaucoup au rôle des politiques publiques que peuvent jouer les gouvernements et les mesures, les incitations, mais aussi le secteur privé et le financement privé dans ce type d'agriculture. Je voudrais vous poser la question en remontant un petit peu. Pas très loin de l'Inde, il y a un État, le Sri Lanka, qui a connu une forme de transition extrêmement rapide et brutale vers l'agriculture biologique. On en a parlé beaucoup, avec des résultats extrêmement faibles, extrêmement préoccupants sur le plan de la sécurité alimentaire. Finalement, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne peut pas changer du jour au lendemain, ça veut dire qu'il faut accompagner les transitions. Cet exemple, il est aussi caricatural pour la transition, j'imagine, mais quelle politique publique on met en œuvre? Comment est-ce qu'on passe à l'échelle? Il y avait une question dans le fil de discussion. Comment est-ce qu'on peut passer à l'échelle de ces modes de production? Bon, pour revenir au cas du Sri Lanka, il n'y a pas eu de transition. Donc déjà, on dit c'est un échec de l'agriculture biologique, mais ils n'ont même pas eu le temps de la mettre en œuvre. Et cette décision de couper les importations d'engrais, elles étaient purement motivées par des questions financières. C'est-à-dire que l'État, tout simplement, n'avait plus l'argent pour procéder à ces importations, comme de bien d'autres d'ailleurs. Et donc, voilà. Et donc, effectivement, l'erreur, en tout cas, au niveau de dire, enfin, d'utiliser, finalement, de dire on va produire biologique parce que de toute façon, on ne peut plus pas. Parce que c'était ça, ils ne pouvaient plus faire autrement. Ils ne pouvaient plus apporter d'engrais chimiques. Du coup, ils auraient. De toute façon, c'était. On ne transite pas du jour au lendemain vers l'agribio et encore moins vers l'agroécologie. Et ici, en Inde, l'expérience montre que, comme le dit Vijay Kumar, il faut. Entre le premier test, souvent c'est une femme qui le fait dans un coin de parcelle, qui convient, Khalifa Traoré, voilà, sur le exactement, des femmes, qui parvient à convaincre son mari qu'on peut laisser un petit peu quelques mètres carrés pour tester, etc. Et puis comme effectivement ça rapporte plus, et essentiellement par économie d'intrants, puis parce qu'on produit au moins autant, voire plus, et puis diversifier, des choses qui coûtent très cher sur le marché, eh bien il faut 5 à 6 ans. 5 à 6 ans. Avec en plus des appareils. Enfin, moi, ce que je vous ai dit, de ce qui m'a le plus étonné, c'est tout ce qu'ils ont mis en œuvre pour justement faire d'agriculteur à agriculteur, de la formation, des expérimentations à travers ces groupes de microcrédits. Et là, c'est là où on a besoin d'argent public pour permettre justement de développer
et d'avoir les moyens. Par exemple, l'essentiel des crédits ont été utilisés pour avoir des petits vidéoprojecteurs ils allaient projeter des films qui étaient eux-mêmes faits par les agriculteurs d'à côté ou pour permettre des rencontres et des échanges d'expériences, etc. Et c'est là où il y a besoin de financement. À côté, moi ce que je dis, hein, c'est en Inde, c'est si on veut une transition, ben déjà, parce que pour l'instant, ma crainte, c'est que cette nouvelle révolution d'agriculture naturelle, d'agroécologie, pour l'instant, elle a touché à peu près 10% des agriculteurs, donc tout de suite 10% en Inde, ça fait beaucoup sur 10 millions d'agriculteurs en Andhra Pradesh. Il y en a 200 millions au total en Inde, hein, à peu près. 10 millions en Andhra Pradesh, donc 1% qui ont touché, mais pour l'instant, c'est les plus petits, voire les centenaires, c'est-à-dire les ouvriers qui ont développé du coup, dans une partie de chez eux, enfin, l'espace domestique, ils ont développé, voilà. Mais tant qu'il y aura les subventions aux engrais chimiques, hein, les milliards de dollars dont je parlais, tant qu'il y aura les subventions à l'électricité pour pomper l'eau des nappes phréatiques, dès qu'on a un peu plus d'espace, on a encore intérêt économiquement à ne pas adopter l'agroécologie, l'agriculture naturelle. Parce que l'agriculture naturelle, c'est plus compliqué, c'est plus complexe. Oui, c'est ce qu'on dit tout à l'heure. L'agriculture industrielle, elle est simple. Finalement, on a vendu partout dans le monde. Du moment que vous avez de l'eau, des nutriments que vous apportez pas cher, et voilà, vous pouvez produire à peu près n'importe où. Et c'est simple. Vous faites vos semences. Voilà. Le problème, c'est que l'agriculture, l'agroécologie, c'est complexe. Justement, il y a eu pas mal de réflexions dans le chat sur la question de l'eau dans ces modèles-là. Alors peut-être Thierry, sur votre exploitation, comment est-ce que ces pratiques vous permettent aussi de mieux gérer l'eau? Comment est-ce qu'on peut se situer, hein? Quelqu'un disait d'abord, solutionnons le problème de l'eau, ensuite on pourra parler d'agroécologie. Oui, l'eau sera un problème majeur, et l'est déjà, hein, dans tous les pays du monde. Donc il y a différentes façons, hein, de récupérer l'eau, hein. La meilleure, c'est de laisser un sol couvert en permanence, de réintroduire des arbres, d'augmenter le taux de matière organique, parce qu'on augmente par ce biais-là la réserve utile de nos sols. Donc ce sont des mesures qui, à différents niveaux, hein, en Inde, je veux bien que tu témoignes sur ces histoires de captage de vapeur d'eau. Bref, il faut savoir avoir de l'eau pour produire. Alors, un mot sur l'eau, parce que c'est vraiment très important, parce que Vijay Kumar n'arrête pas de dire qu'ils ont innové là d'une façon, lui-même est très étonné, ce qu'ils appellent le pre-monsoon dry sowing. Et tout le truc, c'est comme pour la fertilisation, on n'apporte plus d'engrais qui soient, en théorie, hein, parce qu'il y a toujours d'engrais chimiques ou d'engrais organiques, puisque la fertilisation, les nutriments sont captés dans le sol à travers justement cette vie des sols qui est si importante pour mettre à disposition des plantes les nutriments qui sont nécessaires, eh bien, il repense également complètement la question de l'eau. C'est-à-dire, au lieu d'aller chercher l'eau par les canaux, la porter par les canaux ou d'aller les puiser dans les nappes, il s'agit de capter ce qu'ils disent, hein, les rivières d'eau qu'il y a dans l'air, c'est-à-dire les vapeurs. Alors, ils ont développé des techniques pour ça, et c'est vrai que c'est maintenant, surtout dans les districts les plus arides, là, celui d'Anantapur, au sud de l'Andhra Pradesh, où avant ils ne faisaient qu'une récolte par an pendant la récolte de kharif, de la mousson, maintenant c'est couvert en permanence en végétal, 365 jours par an. C'est énorme comme révolution. C'est-à-dire qu'ils ont 3 récoltes au moins par an, à côté d'une couverture qui refroidit en plus la planète, la couverture. Hein, d'accord ? Alors, comme on arrive au terme de ces échanges, je voudrais quand même qu'on reparte pour finir au Mali. Et peut-être, comme je sais que Khalifa Traoré, vous avez beaucoup travaillé sur la question de l'eau et des agricultures sahéliennes face à la rareté de l'eau. Comment est-ce que cette question de l'eau et de la gestion de l'eau, elle s'insère aussi dans les réflexions autour de l'agroécologie? Et ce sera le mot de la fin. Donc, je vous laisse le prononcer vraiment dans une réponse assez courte, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Bon, comme on a dit mes prédécesseurs, hein, parce que l'eau, c'est le seul facteur, hein, qui impacte directement la plante. Il n'y a pas autre facteur qui agit directement sur la plante en dehors de l'eau. C'est vraiment le premier facteur. Après, tout le reste peut venir, les fertilisants et tout le reste, mais le premier facteur, c'est l'eau. Donc l'eau, c'est important. Et on est dans des zones arides, semi-arides, donc le peu d'eau qu'on reçoit, il faut qu'elle soit valorisée. Et pour qu'elle soit valorisée, il faut mettre des technologies qui permettent de les infiltrer pour qu'elles ne soient pas perdues. Donc, il faut réduire le ruissellement au maximum. Ça peut être à travers des procédés biologiques, ça peut être à travers des procédés mécaniques, ça peut être à travers des procédés en relation avec les techniques culturelles, ça peut être, par exemple, les aménagements en coupe de niveau et tout le reste qui permettent justement de conserver et la matière organique et l'eau
et donc qui permettent justement de valoriser cette approche d'agroécologie. Parce que l'agroécologie, il ne faut pas l'oublier, c'est là où c'est produire sans prendre tout ce qu'on a comme fertilisants, pesticides et les mettre dans les champs. Il faut éviter ça. L'agroécologie, c'est adopter une approche systémique, c'est-à-dire prendre un système dans lequel tous les éléments interagissent, créent des synergies pour pouvoir produire quelque chose. On conserve l'eau. L'eau permet aux micro-organismes de mieux vivre. La matière organique, aussi petite qu'elle soit dans le sol, se décompose. Et les termites et les fourmis qui sont là ont à bouffer, donc ils se font des galeries. Il y a une aération, il y a une infiltration, il y a des échanges d'air. La racine des plantes en profite et la plante croît et elle donne un rendement à peu de frais. Voilà, c'est un système. C'est une approche systémique qu'il faut voir. C'est vraiment un système holistique qui draine l'idée d'agroécologie. Et il y a un seul élément que l'autre l'a dit, que je suis tout à fait d'accord. Quand vous êtes dans un milieu où on favorise les subventions d'engrais et où on donne l'eau cadeau, bon, c'est sûr que les gens n'iront pas facilement vers l'agroécologie parce qu'ils vont dire, bon, pourquoi s'emmerder dans la mesure où j'ai tout ça à l'œil. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci Khalifa Traoré. Merci beaucoup Thierry Devaux et Bruno Dorin d'avoir été avec nous. Alors il nous aurait fallu beaucoup plus de temps parce que j'ai noirci beaucoup de questions sur le rôle du foncier, le rôle du financement. On avait commencé à parler de microcrédit. Mais je pense que celles et ceux qui étaient avec nous aujourd'hui et qui pourront voir aussi en replay ces discussions auront retenu les pistes, les solutions innovantes aussi, surtout dans un contexte où on discute beaucoup du concept même d'agroécologie, avec les crises sur les matières premières agricoles, avec le défi productif, les potentielles crises alimentaires qui pourraient advenir dans les prochains mois. On est donc aussi à un moment assez charnière sur les débats. Là, on a beaucoup parlé de sol, beaucoup parlé d'eau et de semences, mais il faudrait aussi peut-être regarder sur le reste de la filière, notamment l'industrie agroalimentaire, celles et ceux qui achètent ces produits, qui les transforment et qui les offrent aussi aux consommateurs et à quel prix. Bref, vous voyez beaucoup de questions qu'on aurait pu continuer à aborder, mais ce sera peut-être l'occasion d'en reparler sur un prochain webinaire dans le cadre de ces rendez-vous Sud-Nord des transitions agroécologiques et agricoles. Je vous remercie toutes et tous d'avoir été avec nous ce soir, Thierry Devaux, Bruno Dorin et Khalifa Traoré, et je vous donne rendez-vous pour un prochain rendez-vous.